Deuxième volet de notre étude des propriétés pour les fonctions alcool, nous allons nous intéresser au carbone fonctionnel dont nous avions dit qu'il était électrophile. Si je veux que ce carbone, delta+, prenne un caractère électrophile, il faut que je le déleste encore plus des électrons. D'où vient cette électrophilie ? Nous avions établi que dans la suite COH, le carbone avait un caractère électropositif parce que l'oxygène était électroattracteur par rapport à lui. Il faut donc arriver à trouver le moyen de casser la liaison entre le carbone et l'oxygène. On n'a pas sitôt dit ça, qu'on est confronté à un véritable problème, c'est que l'on a bien appris que OH- était un très mauvais groupe partant. Il est difficile de faire partir un ion hydroxyde. Vous auriez aussi pu dire que c'était un très mauvais nucléofuge. C'est synonyme. Interdiction, sauf un seul exemple que nous verrons plus tard dans le programme, d'imaginer que l'ion H- peut s'en aller sous cette forme-là. Il faut donc réussir à contourner cette difficulté en faisant apparaître à la place de ce groupement OH une espèce fabriquée par une réaction chimique, peut-être, et en tout cas qui permette du coup de donner naissance à un bien meilleur nucléofuge. Un nucléofuge, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une petite molécule que je dois pouvoir réussir à détacher de l'endroit où elle est fixée, soit temporairement, soit de manière définitive. Pour que je puisse la détacher, il faut qu'elle se transforme en quelque chose d'extrêmement stable. Donc si je résume, un nucléofuge, c'est un groupe partant qui donne naissance à une petite molécule très stable. L'idée de départ était de se délester du groupement OH. Il faut le transformer en une molécule extrêmement simple. L'idée est très très simple. On va transformer OH- en un meilleur nucléofuge qui serait effectivement la molécule H2O. Comment transformer un OH- en H2O ? La première idée est très simple. Il suffit pour cela d'utiliser une protonation obtenue facilement en rendant le milieu acide. La remarque que l'on avait faite dans le cours précédent est toujours dans nos esprits. Si je veux utiliser uniquement H+, il ne faut pas que j'oublie de l'utiliser à partir d'une source acide dont la base conjuguée va être peu nucléophile. Donc on est bien d'accord que les protons que je vais utiliser pourraient être issus, par exemple, de l'emploi d'acide sulfurique, H2SO4, ou de H3PO4. L'inconvénient de ces deux acides, s'ils fonctionnent très bien, c'est qu'ils sont présents en solution aqueuse. Ils amènent de l'eau. Vous devez être capable de savoir qu'il existe une source de H+, qui est une source anhydre. C'est un solide qui s'utilise en dehors de la présence d'eau et c'est ce qu'on appelle l'acide APTS. Ces 4 lettres sont simplement les acronymes de l'acide para-toluène sulfonique. Cet APTS, dont je répète, je sais que c'est un acide fort, pKa de l'ordre de -2, anhydre qui s'utilise sans avoir recours à une mise en solution aqueuse, a donc pour formule un noyau benzénique sur lequel est greffé un groupement sulfonique, c'est-à-dire un groupement SO3H, et un groupement CH3 en position opposée, ce que l'on appelle la position para. Je vous conseille de connaître cette écriture-là. Vous l'aviez déjà rencontré ailleurs parce que, ce que je suis en train d'entourer ici est une forme substituée que nous avions appelée en raccourci pour toluène sulfonique, un groupement tosyle. Très souvent, on rencontrera l'écriture TSOH à la place de l'écriture APTS. C'est la même chose.
Nous avons maintenant compris qu'il existait plusieurs façons d'introduire des protons en présence de l'alcool dont nous souhaitons activer l'électrophilie. La première étape du mécanisme qui a lieu est une réaction acide-base au sens de Lewis, puisqu'il va s'agir d'un échange entre un doublet d'électrons présents sur l'oxygène et la lacune du proton. Voilà la flèche rendant compte de cette étape-là. Vous auriez aussi pu me dire qu'il s'agissait d'une addition électrophile. À la sortie, quoi? Je reprends la molécule proposée dans l'exemple. Sur l'oxygène, maintenant, 2 H sont greffés et l'oxygène est positif. Je génère donc ainsi une instabilité sur cette espèce-là et qui va se traduire par le fait que cette liaison, la liaison entre le carbone fonctionnel et l'oxygène, devient maintenant une liaison qui est fragilisée. Parce que la molécule d'eau est une molécule qui est en instance de départ. Effectivement, si je veux stabiliser cet oxygène qui porte une charge plus, il n'y a qu'une chose à envisager, c'est de prendre les électrons qui, pour le moment, raccrochent cet oxygène au carbone fonctionnel. En faisant cela, nous allons casser la liaison carbone-oxygène. Et c'est bien ça qu'on voulait faire. Et donc, à la suite de tout ça, on va se retrouver avec une évolution des 2 espèces qui vont générer, dans un premier temps, et je garde l'exemple proposé, un carbone lacunaire. Il a perdu l'électron qui était dans la liaison covalente CO, donc il devient un électrophile fort puisqu'il porte une charge entière et dans le même milieu est éliminé dans le mélange réactionnel la molécule d'eau, la fameuse petite molécule stable qui est donc le nucléofuge. Et je me retrouve bien comme ça avec une activation du carbone fonctionnel qui est devenu beaucoup plus électrophile. Alors j'espère juste une chose, c'est qu'en me voyant imaginer cette rupture de liaison entre le carbone et l'oxygène et l'écriture d'un carbone extrême, carbone primaire portant une charge plus, il y en a quand même quelques-uns qui se sont posés des questions. J'ai simplement un petit peu grossi le trait. L'idée, c'est que je voulais vous amener à comprendre que toute raison qui viendrait favoriser la rupture de la liaison que j'ai repassée en rouge est une interaction qui permettra de mettre en avant un caractère électrophile activé sur ce fameux carbone fonctionnel qui m'intéresse ici. En réalité, et sur l'exemple proposé, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette espèce intermédiaire dans lequel je vois que mon carbone fonctionnel, celui que je reprends ici pour l'écrire proprement, est accroché à l'oxygène par une liaison fragilisée. Imaginez maintenant 2 options possibles. Soit vous faites intervenir un nucléophile, et ce nucléophile va venir engager une réaction de substitution nucléophile en venant se lier au carbone et entraîner simultanément, donc dans un mécanisme de type SN2, la rupture de la liaison entre le carbone et l'oxygène, si par hasard le carbocation intermédiaire n'est pas de stabilité suffisante. Mais cela permet quand même de comprendre que mon carbone a un caractère électrophile. Maintenant, il y a aussi une autre façon d'envisager la réaction, c'est que si par hasard, sur le carbone voisin du carbone fonctionnel, vous avez un H, il serait tout à fait possible qu'une base, même une base pas très forte, puisse être capable de venir chercher ce proton et entraîner dans un mécanisme simultané, donc un mécanisme de type E2, la formation d'un alcène et la libération de l'eau. Donc vous voyez que grâce à cette activation électrophile, un alcool va pouvoir être engagé dans des substitutions nucléophiles ou dans des éliminations. Maintenant, si l'exemple que j'ai choisi n'est pas le bon et qu'au lieu d'avoir un carbone fonctionnel non ramifié de type CH2+, j'avais sur cette espèce-là branché d'autres ramifications, R1 et R2 par exemple, j'aurais très bien pu me retrouver en situation d'avoir un
carbocation final qui soit tertiaire et qui soit donc suffisamment stable pour que, effectivement, transitoirement, le carbocation apparaisse comme dans les mécanismes en 2 étapes, c'est-à-dire que je pourrais envisager qu'il y ait aussi des SN1, mais aussi des E1. Cela dépendra tout simplement de la stabilité du carbocation intermédiaire dont j'ai évoqué la probabilité d'existence dans le mécanisme. En conclusion, utiliser des protons introduits en rendant le milieu acide pour activer l'électrophilie, c'est ce qu'on appelle une activation in situ. Ça veut dire que la transformation qui active l'électrophilie se fait dans le même milieu que celui où je vais réaliser la réaction chimique qui m'intéresse. On a parlé de SN ou d'élimination. Par opposition à cela, il existe un autre moyen de faire une activation électrophile qui est une activation ex situ. Cela signifie qu'on va au préalable transformer le groupement alcool en un autre groupement fonctionnel et que, dans un temps séparé, la molécule transformée subira la réaction que l'on voulait au départ effectuer sur la fonction alcool. 2 étapes séparées. C'est ce que vous aviez vu l'an dernier et qui utilisait un chlorure de sulfonyle. Qu'est-ce que c'est un chlorure de sulfonyle? C'est une molécule qui a une certaine chaîne, qui s'accroche à un groupement sulfonyle, c'est-à-dire un SO, double liaison O 2 fois, et comme c'est un chlorure de sulfonyle, je rajoute un chlore derrière. Vous aviez à connaître 2 exemples, on va dire génériques, pour ces chlorures de sulfonyle. Le premier, c'est le chlorure de paratoluène sulfonyle. Vous revoyez la même racine que celle que j'ai utilisée pour l'APTS. Cette molécule, vous l'aviez notée TSCl. Encore une fois, le groupement tosyle a un noyau benzénique, un CH3 en opposition du soufre lié par 2 liaisons doubles à des oxygènes plus le chlore terminal. Je n'oublie pas les doublets non liants. Un chlorure de mésyle, c'est presque pareil, sauf qu'il y a un mé là-dedans qui me rappelle que j'ai un groupement méthyle branché à la place du groupement toluène. Et le toluène, c'est un méthylbenzène. Donc ça veut dire que le chlorure de mésyle, c'est tout simplement une molécule avec un CH3 directement branché sur le chlorure de sulfonyle. Le mécanisme qui a lieu entre l'alcool qui nous intéresse et un chlorure de tosyle est rigoureusement hors programme. Vous devez vous contenter de savoir reproduire l'équation bilan. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'il va à nouveau y avoir une éjection, une élimination d'une petite molécule stable. Ici, en l'occurrence, ce sera HCl. Ça veut dire que je vais retrouver, branché sur l'oxygène, le groupement tosylate TS, c'est-à-dire le SO et le noyau benzénique qui vient derrière. Tout ce groupement-là est ce qu'on appelle un ester sulfonique. Cette espèce-là, elle m'intéresse parce que elle va permettre de changer la donne de la qualité des liaisons chimiques qui sont mises en œuvre. Pourquoi ? Parce que cette fameuse liaison entre le carbone et l'oxygène qui m'intéressait devient une liaison qui est très très fragile. Si je branche l'oxygène sur un soufre, alors cette liaison devient très très facile à casser parce que dans ce temps-là, je vais obtenir un groupement qui contiendra un oxygène négatif lié à tout le reste de la molécule, telle que nous l'avons écrite plusieurs fois, et je ne rentrerai pas dans les détails pour vous montrer que, bien entendu, il existe tout un ensemble de formes mésomères qui vont permettre d'expliquer que cet ion devient un excellent nucléofuge, et donc que, en fabriquant un excellent nucléofuge, on fragilise bien sûr la liaison entre le carbone et l'oxygène initial de l'alcool.
À partir de là, les réactions de SN et d'élimination dont j'avais parlé tout à l'heure sont des réactions que je pourrais faire en utilisant l'ester sulfonique comme espèce intermédiaire.